Bonjour, bienvenue sur les Pas du Shiatsu, podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. C'est comme des poupées russes, mais celle qui est à l'intérieur de celle qu'on vient d'ouvrir est plus grande que la précédente. Bienvenue, c'est le Shiatsu, c'est l'esprit oriental. Transmission et engagement en Shiatsu au programme de cet épisode. Une réflexion partagée par Fabian Bastianelli, nous venons de l'entendre, Philippe Banaille et Yvan Bell, tous trois praticiens et enseignants de Shiatsu, après avoir été élèves de maître Yuichi Kawada à Bruxelles, où nous les retrouvons. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis dans un parc en Belgique et en présence de Philippe Banaille et de Fabian Bastianelli. Pour ma part c'est Yvan Bell et on a décidé de faire un petit essai de conversation à trois, ce qui n'est pas chose courante sur ce podcast. Et l'idée c'est de parler de qualité, de transmission et puis des défis que l'on rencontre en tant qu'enseignant. Et la première question que je vais poser, ça va être à Fabian Bastianelli. Est-ce que tu fais ce constat qu'on est devant une difficulté en termes de qualité de transmission ? Salut à tous. Oui, un petit peu, il y a peu de pratique. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui enseignent, qui font ça très très bien. Moi personnellement, je préfère baser mon enseignement sur ma pratique. Je pratique le shiatsu depuis 20 ans, pratique à temps plein. Je pense que le meilleur enseignement peut se faire sur l'expérience et pas à travers la compréhension qu'on a d'un bouquin. Donc à travers un bouquin, ça permet de comprendre certaines choses en pratique, mais pas baser tout l'enseignement sur une compréhension livresque, sur une connaissance livresque, mais sur une compréhension expérientielle directe. Moi, c'est là-dessus que je me base. Philippe, de ton côté, toi aussi, tu es enseignant et puis évidemment praticien à plein temps. Quelle corrélation tu fais entre les deux ? Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de toujours continuer à pratiquer pour enseigner ? Alors moi je pense que pour un pratiquant de shiatsu, enseigner lui permet de ne pas oublier certaines choses parce qu'il est obligé de remâcher et retravailler des matières qu'il a peut-être vues il y a longtemps, mais qui, sur base de son expérience, il va les expliquer autrement. Donc je pense que c'est un bon complément de pouvoir faire les deux. Et quelqu'un qui ne ferait que enseigner et pas pratiquer, ça n'irait pas non plus, puisqu'il n'aurait pas de vision réaliste de la théorie qu'il enseigne. Ce qui veut dire, et là j'ajoute mon grain de sel, que tout l'enseignement théorique d'une manière générale, et il y en a plein, vient là comme cadre, comme soutien, comme modèle si on veut, on peut choisir le modèle qu'on veut, mais ce qui est très important c'est qu'il soit immédiatement applicable, que ce ne soit pas quelque chose d'évanescent ou purement intellectuel. Il faut qu'on puisse très rapidement, grâce à ces outils qu'on apprend, mettre les mains dans le cambouis et de se dire bon ok ça me sert à ça et puis j'y vais et je teste et comme disait Philippe à l'instant, je remâche toute cette matière mais de manière très très pratique. Fabien ? Alors par rapport à ça, oui, je suis totalement d'accord. Et je pense aussi, moi en tant qu'enseignant, la pratique me permet de trouver les justes mots et de trouver la bonne porte ou le bon fil rouge pour expliciter la théorie. Donc il y a les grandes lignes théoriques, effectivement, qu'on enseigne tous, mais la pratique me permet d'expliciter à travers des cas concrets et parfois de rendre une théorie ou un concept qui peut être plus ou moins évanescent, on sait que ça peut être un peu évanescent chez nos amis asiatiques, et le rendre totalement concret et applicable. Oui. Tout à l'heure, juste avant d'ouvrir le micro, on parlait un petit peu de cette problématique qui est un peu la sensation d'une absence d'envie d'engagement en tout cas. Bon, moi je vis pas en Europe de l'Ouest depuis un moment, mais c'est vrai que quand on arrive en disant ça va être tant d'années où il va falloir travailler, où oui, il faut faire des études, c'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi des choses, il faut des fois mettre un peu le nez dans les bouquins. Tout ça, ça demande un effort. Est-ce que Philippe, tu constates ce genre de problématique ? Oui, je constate vraiment que les gens sont pour le moment à la recherche d'immédiateté. Et si on leur dit qu'une formation comme le shiatsu va nécessiter 3-4 ans ou plus même, il y en a beaucoup qui lâchent au début ou qui se contentent des techniques de base pour faire du shiatsu de détente. Même chose pour le travail personnel. C'est-à-dire si on dit aux gens, voilà, on a vu ça aujourd'hui au cours, pour la prochaine fois, essayez de le travailler, essayez de le répéter pour que ça rentre réellement. Moi, je constate très régulièrement que les gens ne s'impliquent pas et ne vont pas au-delà de l'écoute pendant le cours ou la pratique pendant le cours, mais à titre personnel, faire des recherches, essayer, comparer ce qu'ils ont vu au cours. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas maintenant qu'il y a une dizaine d'années, par exemple. Ouais, on est totalement d'accord. Nous, on revient chez Odo Shiatsu, on parle souvent de la voix. Et donc on va être d'accord là-dessus les gars. Le shiatsu c'est une voie. C'est une voie et quand on parle d'engagement personnel, c'est d'engagement de soi par rapport à soi. Oui, le développement personnel, mais c'est être en chemin.
Et donc être en chemin, on ne peut pas calculer ça en heures de cours ou en heures de pratique ou en livres lus. C'est un chemin, c'est se mettre en chemin en soi à travers les cours qu'on a. Ça me semble primordial pour la pratique du shiatsu parce que si on arrive, même après 3 ans, on certifie quelqu'un, il y a un certificat d'un praticien de shiatsu plus ou moins thérapeutique. Et puis la question c'est quoi un thérapeute? Est-ce qu'un thérapeute est capable de se mettre au service de quelqu'un sans faire ses propres projections personnelles? Donc il y a énormément de questions qui se posent. C'est une voie, c'est un chemin. Oui, je trouve que les gens ne comprennent pas que le shiatsu, c'est un artisanat, en quelque sorte. Ce qui veut dire que tout bon artisan, c'est pas parce qu'il sort d'une école de menuiserie qu'à la sortie de cette école, il sait tout. Le menuisier qui a travaillé pendant 20 ans a une autre patte que quelqu'un qui sort de l'école. Et je pense que pour le shiatsu, au-delà de la formation de base, les gens doivent comprendre qu'il y a un investissement personnel, qu'il y a une recherche continue qui doit se faire par la suite, que ce soit tout à fait personnel ou par le biais de stages ou de bouquins ou de lectures, peu importe, mais on est plus dans l'art qu'autre chose. Alors vous entendez sur cet enregistrement un petit bruit de fond, c'est le vent qui souffle. Nous sommes en plein soleil, c'est vrai, dans un petit parc très agréable, mais en même temps c'est encore le mois de février. Chers auditeurs, chers auditrices, j'espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Je trouve ça très très intéressant ce que vous dites. A priori on se rejoint tous les trois. On a une formation commune, ce qui nous rapproche aussi. Aussi, surtout, on est passé par un espèce de feu d'enseignement qui était dur, qui nous a poussé parfois à dépasser nos limites en fait. Pas juste à nos limites, mais à les dépasser. Et on ne pouvait pas se cacher et se voiler la face. Notre professeur, il nous a bien travaillé au corps, comme on dit. Cette exigence qu'on peut avoir vis-à-vis du shiatsu, pas toujours évident de la faire comprendre. Comment, à ton avis, Fabien, on peut transmettre ce goût de l'effort pour justement trouver un certain nombre de trésors? Bon, évidemment, on est loin d'avoir tout trouvé, hein, mais il y en a quand même un paquet qui valent le détour. Stéphane, mon associé Stéphane Kuipers, donne parfois l'image. Pour trouver les pépites au fond de la rivière, il faut charrier un paquet de boue. Donc ça prend du temps de charrier de la boue. Et c'est un peu l'idée qu'on a. Donc les personnes qui nous contactent, nous, à l'école, dans une recherche d'acquérir une technique, on demande une discussion et très très souvent, elles vont être déçues parce que c'est pas juste acquérir une technique. Comme Philippe le dit, c'est un artisanat, c'est de la pratique. Alors la pratique, on le voit autour de nous. Les bons artisans sont toujours des passionnés. Alors moi, il y a 25 ans, j'ai rencontré le shiatsu. C'était pas du tout un plan de carrière. Je venais pour compléter ma formation d'aïkido, pour mieux comprendre l'aïkido. Je me suis fait un peu happer par le machin. Et c'est le shiatsu qui a pris de la place. L'image que je donne parfois aux gens à qui je donne cours, c'est comme des poupées russes. Mais celle qui est à l'intérieur de celle qu'on vient d'ouvrir est plus grande que la précédente. Alors l'esprit occidental se dit mais c'est pas possible. Ben non, bienvenue, c'est le shiatsu, c'est l'esprit oriental. Et donc l'idée d'être passionné, oui, ça devient une passion, mais c'est pas une passion qui est là, c'est une passion qui se développe de jour en jour à travers la pratique, à travers les échanges, forcément à travers les lectures. C'est quelque chose qui se pratique sans cesse. Comme Philippe le disait, c'est un artisanat. Je vais faire un autre parallèle que tu viens de mentionner, c'est que je rapprocherai aussi le shiatsu des arts martiaux de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le premier mouvement qu'on va voir en rentrant dans un dojo, quelle que soit la discipline, si on reste dans ce dojo pendant 20 ou 30 ans, ce premier mouvement, on va le faire différemment après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans. C'est toujours le premier mouvement, c'est toujours la même chose, si je puis dire, mais il y aura des nuances. Et en shiatsu, c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il faut pratiquer les bases, parce que ces bases vont évoluer et vont avoir aussi des effets différents sur les gens sur lesquels on va appliquer ce shiatsu. Je vais pour ma part aller exactement dans le même sens, parce qu'on est tous les trois des pratiquants d'arts martiaux et on a tous les trois découvert le shiatsu en cours de route. C'est les deux côtés d'une même pièce en fait. Mon film de référence, c'est Barberousse de Kurosawa. Le médecin, avec son empathie, sa compassion, essaye de soigner les pauvres, mais en même temps, il y a une scène de violence excellente où il casse un peu la figure à 3 ou 4 malfrats et après il est pris de remords et il les fixe, il les retape, il les remet en place. Je trouve cette image très très parlante. Qu'est-ce que cet aspect martial en fait nous apprend selon toi? L'assiduité et le fait de répéter un geste pour essayer de trouver l'essence du geste. Ça me fait penser plutôt que de l'expliciter trop. Je vais parler, il y a un mois j'étais avec Toshi Ichikawa et on discutait justement de notre pratique et je disais à Toshi, je reviens de plus en plus aux techniques de base. À travers les techniques de base, c'est trouver ce qui se passe derrière. Et donc il y a des mouvements, comme Philippe le disait, dans les techniques de base en arts martiaux. Au départ, on est un jeune pratiquant, on se dit waouh, super, j'ai une technique, je vais éclater sa mère. Et puis on a l'impression de connaître un mouvement et puis on le revoit 15 ans après.
et on a l'impression de découvrir un mouvement. Il y a quelques années, c'est ce qu'on a fait en Aikido sur Ikkyo. J'ai fait 20 ou 40 Ikkyo, c'était 20-40 différents, et j'ai dit au prof, est-ce qu'on faisait 15 ou 20 heures là-dessus ? Et le prof a dit, mais ça va dégoûter nos jeunes ceintures. Et donc je pense qu'en shiatsu, il y a cet aspect-là. Donc les arts martiaux amènent l'envie de répéter un geste. Répéter jusqu'à temps de trouver un geste qui n'est pas le meilleur, mais qui est parfait par rapport à qui on est. Ça, c'est la chose qui me semble le plus belle. Je veux encore faire un parallèle lié aux arts martiaux. J'ai dans mes élèves l'un ou l'autre qui pratique des arts martiaux, élèves de shiatsu. Il n'y a pas photo. Le comportement, l'attitude de ces élèves-là est complètement différente pendant les cours, est complètement différente sur leur travail à côté. Je reçois des questions de ces élèves-là. Ils essayent des choses, ils se posent des questions, alors que d'autres, intellectuellement très affûtés, participent aux cours, font leur boulot, mais sans cette couche-là. Et je constate ça vraiment de l'extérieur. Les deux élèves qui font des arts martiaux ont un engagement complètement différent. Sans que moi, dans les cours, j'ai mentionné ce lien et ce parallèle. Je n'ai pas dû le faire. Eux le vivent comme ça. De mon côté, je commence de plus en plus à donner des stages dont le titre est Shiatsu et arts martiaux. Moi, ce qui me paraît très important aussi, c'est de comprendre que le corps d'un peuple à l'autre, et pour voyager à travers le monde, j'en suis bien conscient, le corps n'est pas le même. On a tous 2 bras, 2 jambes, une tête, a priori, jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, on a vraiment des formes de corps très différentes. Et le corps japonais n'est clairement pas le corps occidental. Comme le shiatsu vient du Japon, et les arts martiaux japonais, pour cela en tout cas, viennent aussi du même pays, on est face à une gestuelle, une compréhension, une utilisation du corps qui est différente. Alors, est-ce qu'on doit absorber cette culture pour pouvoir comprendre le shiatsu, ou est-ce qu'il y a moyen aussi d'adapter le shiatsu à notre propre culture ? Il faut être clair là-dessus, absorber une culture, c'est impossible. Donc la culture japonaise, si on n'est pas né dans cette culture, on ne peut pas l'absorber. Par contre, je pense que s'inspirer et goûter la culture, oui, ça va nous permettre de comprendre le terreau dans lequel le shiatsu est né. Simplement comprendre le terreau. Nous, on invite nos étudiants à regarder du Miyazaki, de lire des romans japonais, parfois de faire des arts martiaux, ou en tout cas découvrir le terreau où est né le shiatsu. Et je pense que ça ne permet pas de comprendre le shiatsu, ça permet de comprendre un petit peu les racines, et puis il faut être objectif là-dessus, on reste des occidentaux. Donc on apprend une technique, on apprend une culture, et c'est comment au mieux l'adapter chez nous. Et donc c'est pas essayer de copier, on ne peut pas singer un asiatique, on n'est pas les mêmes corps, comme tu disais, on ne peut pas singer, on peut s'inspirer et l'adapter à qui on est et à notre culture. Oui, j'ajouterais à ça que la mentalité des Japonais est totalement différente. Ce qui fait que pour moi, un bon professeur de shiatsu occidental, c'est celui qui peut faire la traduction ou le lien et savoir comment traduire certaines choses qui pour des Asiatiques va sembler évident et qui pour les Occidentaux va sembler complètement abscon. Donc je pense qu'un bon professeur en Europe, pour prendre l'Europe, c'est celui qui a compris dans une certaine mesure cette mentalité asiatique et qui va pouvoir aider l'élève occidental à embarquer dans ce train-là. Je prends l'exemple qui est le cas dans le shiatsu et dans les arts martiaux au Japon, c'est des élèves à qui on fait répéter 10 000 fois le même mouvement. Au Japon, ils vont rien dire. Si on fait ça en Europe, on n'a personne dans le cours. Enfin, après le 2e cours, les gens ne reviennent plus. Donc le bon professeur va être celui qui va pouvoir faire passer la même qualité de travail, mais distillée de façon différente en fonction de l'esprit occidental. Il y a un autre pan que moi je rencontre très fréquemment, et dans les arts martiaux et dans le shiatsu, c'est les élèves qui disent « Pourquoi ?» Dans les arts martiaux, au Japon, et personne répond d'abord personne pose la question, mais si quelqu'un demande pourquoi, il n'obtiendra pas de réponse. On va lui dire tu continues à faire ce qu'on t'a dit et puis tu comprendras plus tard. Cet esprit-là, qui est aussi dans l'enseignement du shiatsu, on ne peut pas vraiment se permettre de faire la même chose en Occident, parce que sinon, de nouveau, on n'aura plus personne au cours. Donc, mais il faut quand même amener les élèves, les étudiants à chercher cette réponse à ce pourquoi, à la question qu'ils se posent, plutôt qu'à leur mettre la cuillère en bouche avec une réponse toute faite qui sera la réponse avec l'expérience du professeur, mais qui ne va pas aider l'élève à faire un parcours.
Ça m'amène à ce dernier sujet qu'on va traiter, c'est est-ce que en shiatsu on peut appliquer des recettes? Alors, je m'inscris en faux sur les recettes, c'est un mot que j'utilise beaucoup mais que j'essaye de bannir de mes cours. J'essaye de faire comprendre aux élèves la chose suivante, c'est que si le shiatsu n'était que recettes, ils n'auraient pas besoin de professeurs. Ils ouvriraient un bouquin de recettes et ils appliqueraient les recettes. Une procédure, en quelque sorte. Moi, j'essaye de faire en sorte que les élèves puissent faire face à des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont face à quelqu'un qui vient avec une pathologie XY dont ils n'ont jamais entendu parler, et j'essaie de donner aux élèves les outils leur permettant de faire face à ça, parce qu'il n'y a pas de recette, ils n'en trouveront pas dans la littérature, parce que c'est une maladie récente, parce que c'est une maladie qui n'existait pas dans les textes anciens de médecine chinoise, enfin peu importe, mais j'essaye surtout de faire en sorte que les professeurs servent à quelque chose, servent à la pratique, servent à faire en sorte que forcément, dans les recettes, on va expliquer comment on cuisine. On va expliquer aux élèves les composants de la recette. Le sel, le poivre, etc. On va expliquer tout ça. Mais comment on le met en musique, ça, c'est quelque chose pour lequel le professeur a réellement un rôle à jouer. Ouais, je suis du même avis. Les tableaux pathologiques, la symptomatologie, c'est une porte ouverte vers quelque chose qui se passe à l'intérieur du corps. Donc ça donne des pistes pour savoir quel méridien on va traiter, quelle couche, quel vaisseau merveilleux, etc. Mais le corps, c'est pas un tableau de commande. Donc on ne pousse pas sur un point. On travaille un point, il y a les tsubo, il y a les points, déjà les points qu'on appelle points d'acupuncture, et puis il y a les tsubo. Les tsubo, c'est le point qui est demandé à être travaillé. Et donc ça, les recettes, si ça peut marcher en fait, Philippe. Parfois il y a des recettes qui ont l'impression que ça marche, c'est pas faux. C'est comme dans Kaamelott, c'est pas faux. Mais comme je dis, le corps n'est pas un tableau de commande, et on touche pas un corps, on touche une personne. Et donc pour des mêmes symptômes, on va pouvoir approcher des personnes différentes, totalement différemment. Et puis il ne faut pas oublier qu'on approche une personne avec notre propre être. Et il y a une résonance sympathique qui va se faire et qu'on traite à travers nos propres déséquilibres. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si quelqu'un ne se met pas en chemin sur la voie du shiatsu, mais la voie de la présence de l'être à soi, si on ne comprend pas ses propres déséquilibres, on sera moins à même de traiter la racine du symptôme de l'autre. Donc moi j'aime bien aller chercher chez moi mes propres déséquilibres, inviter mes étudiants à les rencontrer, pas forcément pour les guérir, mais pour les connaître et pour pouvoir traiter à travers ça. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux, là vraiment c'était un échange super. Alors à bâton complètement rompu. Et sans préparation. Et sans préparation, on s'est lancé, on n'avait pas de script, rien. J'espère qu'en tout cas ce petit moment avec Philippe Banaï, Fabien Bastianelli et moi-même vous aura intéressé. Ce sont des questions de fond et ce sont des questions qui reviennent beaucoup. Ce qui est très important derrière ça, je dirais pour conclure ce podcast, c'est que ça ne doit pas pour autant être des sujets de division d'une école à l'autre, d'un professeur à l'autre ou de même d'un praticien à l'autre. Et ça doit être des sujets plutôt de réflexion individuelle qui doivent nous amener plus loin à toujours chercher qui on est et s'améliorer pour être de meilleurs praticiens de shiatsu. Messieurs, merci. Merci à toi. Salut à tous. Cet épisode est réalisé par François-Olivier Louaille. Il est, comme les précédents, à retrouver sur le site Yoho Shiatsu, mais aussi sur les principales plateformes Spotify, YouTube et autres. Certaines de ces plateformes permettent également de commenter ou d'évaluer les podcasts. Ne vous en privez pas, exprimez-vous. Et si vous aimez notre travail, partagez-le et faites-le connaître. À bientôt.